On passerait, si vous le voulez bien, à la période de questions-réponses. Ce que je vous suggère, c'est de prendre 2-3 interventions et de laisser M. Berthaud répondre par la suite. Et on poursuit ça jusqu'à temps que soit que vous soyez épuisé ou que la salle doive être évacuée. Bonjour, OK. Vous avez parlé de l'émeute comme étant un fait relativement contemporain par rapport aux soulèvements qui ont eu cours dans l'histoire. Dans votre livre, vous situez en fait les émeutes dans une analyse des cycles politiques, ou du moins à ce que j'en ai compris. Il n'y a pas des émeutes tout le temps, il n'y a pas des révoltes tout le temps, il n'y a pas des affrontements violents entre des gens et des pouvoirs tout le temps dans l'histoire. Dans la période récente, je parle période récente, les 2 derniers siècles, dans la période récente, il y a eu des séquences très précises d'affrontements qui ont toutes eu 2 caractéristiques principales, à chaque fois, la même. 1, elles ont fondé quelque chose, elles ont installé dans le paysage politique quelque chose de nouveau, et 2, leurs acteurs avaient une claire conscience de ce qu'ils étaient en train d'installer. Il y avait une subjectivité en commun. Voilà. Fin du XVIIIe siècle, Révolution américaine, Révolution française, c'est la fondation de la politique moderne, c'est la fondation de l'État de l'État républicain, démocratique, les élections, etc. Enfin bon, on rentre dans notre modernité politique. C'est le même vocabulaire d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Il y a des nuances, mais c'est la liberté. Voilà. Milieu du 19e siècle, 1848, en Europe, au début c'est 2 pays, oui, après c'est l'Europe. C'est ce qu'on a appelé le printemps des peuples, l'installation des États nationaux, des États gestionnaires républicains nationaux, avec des révolutions qui réussissent, des révolutions qui ratent, mais ceux qui réussissent comme ceux qui ratent ont bien la conscience de lutter pour la même chose, et c'est aussi les mêmes symboles, la même... Voilà. Début du XXe siècle, c'est le communisme, c'est l'installation du communisme dans le paysage politique mondial, avec la révolution russe qui réussit et d'autres qui ratent, comme la révolution allemande ou l'insurrection en Italie, et le communisme devient un élément central du XXe siècle. Là encore, que ce soit en Allemagne, les spartakistes, en Italie, ou en France ou ailleurs, ce qu'ils avaient dans la tête, leurs références, leurs textes de base, leurs chansons, leurs drapeaux, étaient en commun. 68. 68, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que contrairement aux 3 autres séquences précédentes, le mouvement de 68, qui est encore plus large géographiquement, un peu plus long, c'est-à-dire plusieurs années en réalité, le mouvement de 68 ne fonde pas une forme d'État. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si c'est une révolution. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est, on ne le nomme pas, on parle d'événements. Quand on commence à parler d'événements, et on en parlera toujours comme ça, c'est qu'il n'y a pas consensus, hein, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça a bien fondé les formes des mouvements collectifs, ça a été au départ d'un certain nombre de mouvements, notamment je pense que le mouvement féministe a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Ça a été le point de départ de mouvements culturels, mais ça ne fonde pas. 68 ressemble plutôt à une fin de séquence. Voilà. Fin de séquence qui aurait commencé à la fin du 18e, qui serait terminée en 68. Alors, juste je vous fais remarquer, faites rapidement les comptes, hein, fin du 18e, 1848, 50 ans, 1848, 1917, 60 ans, 1917, 1968, 50 ans, 1968 aujourd'hui, voilà. En gros, c'est tous les demi-siècles. C'est toutes les 2 générations. Donc, on est bien dans le rythme, aujourd'hui. On est bien dans le rythme. On est bien dans une phase particulière qui est dans le rythme des séquences précédentes. Mais, jusqu'ici, jusqu'en 2011, on ne savait pas... Enfin, ceux qui étaient dans cette phase-là avaient tous, sauf la conscience, de participer à quelque chose de collectif. C'est-à-dire que ça se ressemble, comme je vous l'ai dit, ça se ressemble, mais il n'y a pas de subjectivité commune, il n'y a pas de mots communs, il y a un langage par l'acte en commun. Mais c'est quand même... bon, c'est faute de mieux. C'est faute de mieux. Et il n'y a pas de fondation, il n'y a pas l'émergence d'une formation, d'une conception de la politique et de l'État. Ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé en 2011, c'est qu'il commence à y avoir des mots communs, et il commence à se dessiner quelques objectifs collectifs sur la question du pouvoir, voilà, qui marqueraient notre époque.
Mais c'est, voilà, c'est en pointillé. Est-ce que le fait que les indignés mettaient moins de l'avant des revendications, est-ce qu'on peut le voir comme une forme de radicalisme, vraiment, où on n'est plus revendicatif face à l'État, ou si c'est pas plutôt aussi quelque chose de postmoderne, on ne sait pas trop, ou une espèce d'individualisme ambiant qui empêche les gens d'avoir une réflexion commune et d'avoir non pas une réflexion commune, mais d'avoir des revendications communes? Bonne question. Bon. D'abord, je veux bien situer la façon dont je vais répondre. J'hésite entre deux portes. Je vais commencer par celle du mode opératoire. Voilà. Je pense franchement que le phénomène émeutier aujourd'hui est un phénomène qui se développe sur l'effondrement des dispositifs de représentation politique qui sont effectivement nés avec le capitalisme il y a 2 siècles, qui l'ont accompagné et qui sont aujourd'hui mis en crise par la phase actuelle du capitalisme. Bon. Dans ce cadre-là, l'identification à la fois des conflits, des enjeux, pour reprendre un vieux vocabulaire, on dirait les enjeux de classe du monde contemporain, et l'énoncé des alternatives au capitalisme qui vient de se développer, qui est en train de se développer, c'est très difficile de trouver des espaces pour que ça se donne à voir, si vous voulez. Parce que on avait le capitalisme, ça a été très bien dit dans une question qui vient d'être posée, le mode de contestation et voire même les projets révolutionnaires que le monde a connus depuis le début du capitalisme sont des enfants du capitalisme. On est bien d'accord. Y compris les modes d'organisation. Le mode d'organisation partisan du mouvement ouvrier, le mode d'organisation communiste, léniniste, il est issu du mode d'organisation de l'usine et de la discipline de l'usine. À la discipline de l'usine, on répond par la discipline de l'organisation révolutionnaire. Donc il n'y a pas de dehors, il n'y a pas d'ailleurs, on est dedans. On est dans la soumission ou pas dans la soumission, mais on est dedans. Aujourd'hui, on est dans un truc qui a dissous ces formes d'expression et qui est un capitalisme tout à fait particulier. Je vais y revenir. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir l'émeute et de lire l'émeute comme un révélateur des enjeux pour les gens aujourd'hui, des enjeux de vie pour les gens aujourd'hui, comme un révélateur des questions qui nécessitent un changement radical, parce que ça n'est pas, faut pas compter sur le mouvement ouvrier classique, faut pas compter sur les organisations syndicales, faut pas compter sur les partis politiques pour les identifier, les voir et en parler. Et que d'ailleurs c'est justement pour ça qu'il y a des émeutes. C'est parce que personne n'en parle. Donc on a un effet loupe, mais un effet loupe un peu en charade, un peu en énigme, parce que c'est dans du langage par l'acte. Voilà. Donc il faut réussir à lire ça. Il faut réussir à lire ça avant de... Et c'est là que se trouve la réponse. C'est dans l'acte. Là, effectivement, ce que je disais, quand on brûle une école, ça a un sens. Quel sens ? Qu'est-ce que ça veut dire sur ce qui se passe aujourd'hui à l'école? Quand on brûle des vitrines, quand on casse des vitrines, ça a un sens. Quel sens? C'est à travailler, ce sont des pistes à travailler. Voilà. Plutôt que de les réduire immédiatement à leur cause, donnons-leur toute leur dignité, la dignité d'un langage par l'acte. Voilà. Alors, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'il me semble que une des caractéristiques du capitalisme que nous vivons, c'est que c'est un capitalisme qui a aboli toutes les frontières. Je ne parle pas des frontières nationales, je parle des frontières dans la vie.
qui abolit les frontières entre le travail et le hors-travail, entre la production et la consommation, qui réussit aujourd'hui à faire de l'argent sur le dos de gens qui n'en ont absolument pas, voilà, où la totalité de nos actes de vie tentent d'être mobilisés par des processus de valorisation et de financiarisation, où les États, c'est pour ça qu'ils perdent leur légitimité, sont devenus des outils intégrés, complètement intégrés. C'est pas des représentants du capitalisme aujourd'hui. Un État comme l'État français n'est pas un représentant du capitalisme. Quand l'État, aujourd'hui, finance ses activités par des emprunts sur les marchés financiers et ensuite lève des impôts pour payer les intérêts de ces emprunts financiers, il est un agent direct de prélèvement de la rente financière. Direct. Donc les choses sont... Et c'est pour ça que la question de prendre le pouvoir, mais prendre le pouvoir sur quoi là-dessus? Sur la rente? Voilà. Là, ça pose une véritable difficulté conceptuelle quand même. Donc l'idée qu'au fond, il y a à organiser la vie et à la faire sortir du capitalisme, c'est aussi une idée qui est déjà là et que, tel le héros de Molière dans Le Bourgeois gentilhomme, on pratique sans le savoir, c'est comme la prose. Si vous voulez, le post-capitalisme, il est quelque part déjà là, dans toutes les activités de coopération, qui sont de toute façon des coopérations vitales, donc des coopérations productives, que le capital aujourd'hui n'arrive pas à financiariser. Et notamment tous les échanges cognitifs, tous les échanges subjectifs, tous les échanges artistiques qui, grâce aux techniques contemporaines, peuvent passer de l'un à l'autre de façon totalement gratuite, ça les rend complètement fous. Ça les rend complètement fous parce que dans la totalité des activités humaines qui aujourd'hui sont des activités productives et permettent à l'humanité d'être l'humanité, eh bien, il y a une part grandissante d'activités qui échappent au capital. Mais qui échappent, comme ça a toujours un peu échappé à l'usine, sans trop faire de bruit, en essayant plutôt de se cacher, mais ça fonctionne comme ça. Et les modes d'organisation aujourd'hui des mouvements sont des modes d'organisation qui sont complètement interne au mode de coopération actuel de la production. C'est-à-dire c'est de la coopération informelle. De la coopération. Et là où il y avait, je parlais, là où la discipline de l'usine, donc le contrôle de la production matérielle sur laquelle s'extrayait la plus-value, a été aujourd'hui remplacé par le contrôle policier de la ville, parce que le collectif productif aujourd'hui, c'est la ville dans son ensemble, et qui pour une part largement échappe au capital. Donc oui et non. C'est postmoderne, c'est interne au capitalisme, mais ça ne veut pas dire que ça lui est soumis. Ça, c'est une question de décision collective, de capacité d'analyse, de propositions alternatives, etc. C'est le champ de la politique.